Bonjour et bienvenue à notre podcast Retour sur les attentes où nous discutons de meilleures pratiques sur le marché de la formation professionnelle et surtout bien sûr sur l'évaluation. Pour cet 11e épisode, on a le plaisir d'inviter une nouvelle personne expert dans son domaine. Avant cela, j'accueille avec plaisir toujours mon collègue et mon ami Jonathan. Comment tu vas? Écoute, Joss, ça va très bien. J'espère ne pas m'envoler aujourd'hui parce que nous enregistrons cet épisode alors qu'une tempête sévit sur l'ouest, le nord-ouest de la France. Donc voilà, c'est un peu périlleux, mais voilà, on observe un peu l'évolution, on vérifie que la toiture ne s'envole pas, etc. Mais à part ça, tout va très bien. Oui, j'essaie d'éviter les nouvelles autant que possible actuellement pour préserver mon état mental parce que les nouvelles sont rarement bonnes. Et puis justement, j'ai un collègue qui habite et travaille en Bretagne aussi et me disait qu'il n'y avait plus de courant. Elle est sur les 4G, ça reste coupé dans 2-3 minutes, donc c'est vrai que ça fait un peu flipper. Exactement. Heureusement, il nous reste des livres papier pour nous occuper si l'électricité venait à manquer. Oui, quelle Donc, idée! ouais, quand même, tu vois, voilà, c'est très old school, hein, mais, mais c'est quand même bien utile. Ouais. Bon, quelles sont les actus pour toi en ce moment? Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que tu veux partager avec nous? Alors, écoute, c'est très récent. Il y a un sujet. Hier, c'est Philippe Lacroix qui a partagé ça hier sur LinkedIn. Il a trouvé, alors on parle beaucoup du développement de l'intelligence artificielle, hein, et il n'y a pas que ChatGPT dans la vie. Et là, donc, il a déniché donc un site donc, qui s'appelle Learning Studio AI, comme AI, intelligence artificielle en anglais, donc learningstudioai.com, qui permet de construire des cours en ligne en 2 minutes top chrono. Donc littéralement, tu as un champ libre, tu renseignes. Alors moi, j'ai fait le test évidemment avec voilà, évaluation des formations. Et donc derrière, ça construit un cours avec, alors pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est surtout du texte, hein, ça fait un peu une espèce de Wikipédia amélioré, donc du texte, des exercices, des propositions d'exercices, un quiz, etc. Donc pour l'instant, c'est quand même basique, mais donc très simpliste, hein, je veux dire, voilà, on va pas être remplacé demain par cela. Par contre, ça augure quand même on va dire de certaines choses. On se dit que d'ici, allez, j'ose dire quand même 1 an, 2 ans et peut-être même quelques mois, les choses risquent d'évoluer grandement. Et donc demain, on pourrait très bien imaginer que on va dire, on n'utilise même plus l'intelligence artificielle comme assistant pour concevoir des cours, mais que littéralement les cours soient conçus à notre place. Donc on va dire, ça pose des questions et je serais concepteur pédagogique, je me dirais, oula, j'ai quand même un intérêt à me démarquer sacrément. Par contre, et c'est l'objet aussi de nombre de posts que je publie sur LinkedIn, Oui. voilà, ça donne, on va dire, ça donne du contenu, mais ce n'est pas ça qui va faire la montée en compétences. Donc voilà, hein, c'est, euh, c'est comment dire, si vraiment la montée en compétences pouvait se limiter on va dire, à de l'acquisition, on va dire, d'informations ou de connaissances, etc. Voilà, là, on serait inquiet, mais nécessairement, ça ne résout pas le défi du passage à l'action. Et pas plus tard que ce matin, je publiais sur LinkedIn, il y avait enfin, un post avec une citation de Derek Sivers, donc je vais la faire en français, qui dit: Si plus d'informations était la solution, nous serions tous milliardaires et aurions des abdominaux parfaits. Donc c'est exactement ça, C'est c'est ça. que ça n'est pas parce que demain il va y avoir plus de vidéos sur YouTube, plus d'articles sur Google, plus de rapidité de réponse de ChatGPT ou d'applications basées sur l'IA de ce type pour générer des cours, que ça va nous permettre de passer à l'action, de transférer nos acquis, de monter en compétences, etc. Donc voilà, l'humain restera central, quoi qu'il arrive, parce que personne ne passe à l'action uniquement après avoir lu un livre merveilleux. On a toujours besoin de motivation, de discipline, de pairs pour nous accompagner, nous stimuler, etc. Alors, est-ce qu'on arrive comme au point où, euh, je pense, par rapport à notre métier dans la formation, dans l'évaluation,
Est-ce qu'on arrive à un point où il faut accepter que l'intelligence artificielle rentre dans notre vie professionnelle et il vaut mieux qu'on commence à l'utiliser sans perdre le positionnement dont tu parles, mais il faut quand même qu'on commence à l'utiliser plutôt que de tout rejeter et dire je vais rester sur mes modes de fonctionnement actuels. C'est la grande question. Alors, tu sais que j'ai un positionnement particulier sur le sujet. Moi, c'est quelque chose qui me fascine autant qu'elle m'inquiète. J'aurais tendance à dire, a priori, de toute façon, qu'on soit d'accord ou pas, la vague, on se la prend. Donc, il va falloir composer avec. Et en même temps, je pense à des influenceurs, des auteurs que je suis, etc., du type Mark Manson, dont on avait parlé cet été, etc., voilà, que je suis tout particulièrement, qui tiennent des propos du type, voilà, si vous voulez être quelqu'un d'exceptionnel, bah faites des choses exceptionnelles et ne faites pas ce que font 99% des personnes. Donc je me dis, je pense qu'il y a quand même une voie pour les personnes qui vont dire, non, moi je ne vais pas sur ce terrain-là, Oui, et qui risquent aussi de rencontrer un public de personnes qui vont dire non, non, mais moi je ne veux pas de ce terrain-là, au même titre qu'aujourd'hui il y a des personnes qui, malgré le développement de l'e-learning, sont toujours pas à l'aise avec l'idée de se former avec des cours en ligne, etc. Et n'y arrivent pas, ne sont pas intéressés, ne jurent que par le contact humain, le présentiel, etc. Donc, j'ai pas de positionnement a priori, mais je garde un positionnement quand même très critique et je prends de la distance par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, j'utiliserai la technologie pour ce qui est, pour ce qu'elle a de meilleur, on va dire, pour ce qui est nécessaire, mais pas, voilà, par défaut, je considérerais que on peut s'en passer. Et si on ne peut pas s'en passer, si vraiment elle est utile sur certaines choses, si vraiment euh, elle me fait gagner du temps, mais qu'elle ne prend pas la place, en fait, je la vois vraiment comme une assistante. Hein. Si oui, elle m'assiste, mais qu'elle ne remplace pas oui. ma matière Mm. cérébrale, vais-je dire, pourquoi pas. Oui. Assistance plutôt que remplacement à tout moment, quoi. Exactement. Sinon, on va droit vers Skynet, hein, Mm. Terminator, etc. Je ne veux Mm. pas de ça. Mm. Personne, personne. Exactement. Bon, super. Merci pour ça. On accueille, excuse-moi, avec grand plaisir Jean-Philippe Doué, qui est coach senior en lean management. Est-ce que tu es avec nous, Jean-Philippe? Oui, je suis là. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, merci beaucoup d'être là avec nous. Donc, on change un petit peu de sujet par rapport à nos précédentes épisodes où on est vraiment dans que la formation. Et là, on va discuter du lien entre le lean management ou la version de lean management dans laquelle tu travailles et l'évaluation des formations. Donc, Jonathan, je te laisse poser la première question. Bien sûr, alors elle va être très simple. Jean-Philippe, qui es-tu? Ah, alors je vais résumer parce que j'ai quand même 31 ans de carrière professionnelle, donc ça commence à faire. Euh, j'ai 24 ans en ESN, dans une grande ESN, 4 ans dans un cabinet de conseil en lean management, et puis depuis 3 ans, je travaille chez ADO, la maison mère de Leroy Merlin et d'autres marques. Et en fait, je suis coach en lean management, mais également en agile. Hein. Je connais aussi l'agile, mais j'ai une préférence pour le lean management. Et depuis 4 ans, en complément du lean management, suite à une lecture d'un livre qui s'appelle Apprendre de Stanislas Dehaene, et un bouquin sur les neurosciences. Et en fait, j'ai eu une vraie révélation et j'ai décidé d'investir dans ce sujet-là depuis 4 ans. Depuis 2 ans, je suis des formations un peu intensives. Et depuis peu, je fais des rapprochements entre des principes et des techniques du lean management et les neurosciences. Un exemple, par exemple, en ligne, on dit qu'il faut arrêter de faire du multitâche et donc apprendre à traiter une pièce de A jusqu'à Z.
En fait, c'est quand on regarde ce que fait le multitâche sur notre cerveau, aujourd'hui, ça génère de la surcharge cognitive et puis ça nous amène petit à petit, si on continue comme ça nous amène vers du stress chronique, voire des burn-out. Donc voilà, je suis dans cette mécanique de rapprochement du lean management et des neurosciences autour de l'apprentissage, justement, pour essayer, un, de mieux comprendre et deux, d'aider les autres à mieux apprendre et à éviter aussi des pièges dans le travail. Voilà, en résumé. Ok, très bien, merci Jean-Philippe. C'est vrai que tout est lié, hein. Je sais que voilà, il y a beaucoup de liens. On va en parler lors de ce podcast entre lean management, l'apprentissage, la formation. Voilà, donc évidemment, les neurosciences ont un impact majeur. Et, euh, et effectivement, je reconnais bien là. Tu parles de multitâche, etc. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avant de démarrer ce podcast, mais l'impact aussi, voilà, des écrans, des notifications, etc., etc., voilà, qui viennent perturber finalement on va dire, le cours normal des choses, vais-je dire, lorsque l'on travaille, qui empêche le travail profond, etc. Et donc, ça n'est pas juste une question de productivité, ça a un impact vraiment sur notre cerveau. Donc ça, c'est inquiétant et c'est bien d'en tenir compte. Eh, Oui, vas-y, je t'en prie. oui, excuse-moi, Jonathan. Ce que je Vas-y. voulais rajouter par rapport à l'échange que vous avez eu tous les deux juste avant, euh, sur le fait de se former via des applications digitales. Euh, pour que ça soit réellement efficace, il faudrait que ces applications digitales déconnectent tout le système autour, en fait. C'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait aucune notification de mail, aucune notification de SMS, etc. Sinon, en fait, on va être perturbé en permanence. C'est justement comme ça qu'on rentre dans le multitâche. On va être perturbé en permanence par plein de notifications et notre cerveau ne va pas se concentrer sur l'apprentissage qui doit être fait. C'est pour ça que moi je reste convaincu des formations en présentiel avec les personnes et en utilisant des techniques de neuropédagogie pour tenir en alerte, etc., etc. Ouais, on est bien d'accord. Et c'est vrai que malheureusement, alors, peut-être parce qu'on a pris de mauvaises habitudes, lorsque l'on suit comme ça des cours en ligne, des modules e-learning, etc., voilà, on le fait en gardant ses emails ouverts, en ayant d'autres onglets, etc., etc. Donc on est sans arrêt. Donc voilà, on sollicité et on ne fait finalement qu'aborder les choses en surface, de manière très superficielle. Et à la fin, voilà, on est content, on a un taux de complétion de 100%, on a terminé le cours, mais franchement, ça ne nous rend pas plus compétents pour autant, quoi. Tu as parlé de lean management, ça va être le gros sujet du jour. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le lean management? Alors, euh, moi je m'appuie sur le Toyota Production System. Euh, Petite bref historique, hein, le lean management a été théorisé dans les années 80 par Womack et Jones, deux chercheurs du MIT. Euh, mais c'est surtout tiré du Toyota Production System, qui existe depuis les années 50 et qui continue de se développer. C'est un système apprenant. Donc le lean management, pour moi, c'est un système d'apprentissage. C'est un système qui permet de développer les collaborateurs par la résolution des problèmes. Toute la, tous les principes et toutes les techniques qui sont dans le Toyota Production System sont tournés pour rendre visibles les problèmes, déclencher des discussions et déclencher des résolutions de problèmes. Et chaque résolution de problème amène à des apprentissages. C'est ça le véritable enjeu du lean management. C'est pas de dire que le lean management c'est une bibliothèque d'outils et qu'on peut prendre un outil par-ci ou par-là. Il y a un véritable sens, une véritable valeur derrière le lean qu'il faut arriver à comprendre. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis une dizaine d'années. C'est pas évident parce que c'est très lent, ça nécessite des changements au niveau des équipes et au niveau du management. Ça crée des ruptures de cohérence, hein, par exemple euh, vitesse avant qualité, qui est une habitude qu'on a souvent, alors
alors qu'avec le lean management, ce qu'on cherche, c'est d'abord la qualité et ensuite on peut accélérer. Voilà, en 2 mots ou 3 pour présenter ce qu'est le lean management. Qu'est-ce que c'est le problème? C'est quoi l'identification d'un problème pour toi? Ça peut être... Bah, un problème, il faut le penser comme une démarche. Alors certains disent une démarche scientifique, moi je dirais une démarche rigoureuse. Un problème, c'est quoi? Un problème, c'est un écart entre une situation voulue et la situation actuelle. Je vais prendre un exemple parce que moi je suis mon expérience professionnelle est dans l'IT, mais imaginons que bah voilà, on veut 0 incident en production quand on met l'application A en production. Et en fait, il s'avère que dès la première semaine, on en a 10. On a 10 incidents. Donc on a un écart entre une situation voulue, qui est 0 incident, et la situation réelle, qui est 10 incidents. Et donc, à partir de là, on a une mesure. Tant qu'on n'a pas de mesure, on ne peut pas parler de problème. D'où l'importance de la mesure dans une démarche lean et dans toute démarche d'amélioration, parce que sans mesure, on est incapable de savoir si on s'améliore ou si on s'améliore pas. Est-ce que ça répond, Joss, est-ce que ça éclaire ta question? Oui, ça répond et c'est super parce que souvent on dit en formation aussi, pareil, si on peut pas le mesurer avant, ben, est-ce qu'on peut former? Donc j'adore j'adore ce petite définition-là. Merci. Ouais, tout à fait. C'est vraiment. Voilà, on voit clairement déjà, dès la définition, les liens avec les problématiques de formation, d'apprentissage, d'évaluation, parce que tu parles de système apprenant. Alors ça va, c'est vraiment, ça va, ça nous emmène sur un tout autre terrain que les caricatures que l'on peut entendre sur le lean management, où ça serait un système, on va dire, de dégraissage, hein, comme on lit parfois, et ça serait vu dans le mauvais sens. Hein. Je pense qu'il y a je vais pas refaire le sketch des inconnus, hein, mais je pense que tu le dis toi-même sur ton blog, hein, il y a le vrai et le faux lean, ou le vrai lean et le mauvais lean, quoi. Et là, ce que tu décris, c'est quand même quelque chose de très vertueux, où le but, c'est vraiment l'amélioration continue en s'appuyant sur les personnes. C'est exactement ça. Je vais, je vais faire une double réponse là par rapport à ta remarque. La première, c'est que j'ai rencontré le lean. En fait, j'ai rencontré un faux lean. L'idée, c'était le but non avoué, mais qu'on a réussi à connaître à force de questions, c'était de faire moins 20% dans les équipes. Et c'était pas d'améliorer la qualité qu'on délivrait à nos clients. Le but, c'était d'enlever 20% de personnes dans les équipes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu arriver ce qu'on appelle des navigators, Lean Navigator. Ils ont fait des évaluations sur les processus, sur la valeur, la non-valeur, etc., mais sans s'intéresser aux clients. Donc, du coup, j'ai du mal à comprendre comment ils arrivaient à trouver où était la valeur. Et à l'époque, j'étais responsable qualité d'une entité de 700 personnes et je me suis retrouvé du coup responsable de devoir suivre cette démarche qui était déclenchée dans notre entité. Et le seul indicateur que je devais fournir, c'était le nom et prénom des personnes qui sortaient des équipes chaque mois. Ah Voilà ouais. ce que je devais fournir. Autant dire que j'ai pas continué très longtemps dans cette situation ni dans cette boîte et du coup ça m'a déclenché une, une appétence pour le lean et j'ai cherché ce que c'était que le vrai lean. Je suis tombé sur Toyota, je suis tombé sur l'Institut Lean France et puis au final j'ai décidé de changer de carrière et c'est comme ça que je suis rentré 4 ans dans un cabinet spécialisé dans le lean management au sens Toyota Production System et où j'ai continué d'apprendre et je continue d'ailleurs d'apprendre parce que on n'a pas encore tout compris ce que faisait Toyota. Et j'avais un deuxième sujet que j'ai oublié, du coup, c'est pas grave, ça reviendra. Ouais. Alors c'est le fait de pas de système apprenant et l'amélioration continue basée sur les personnes, de se dire qu'effectivement, on n'est pas, comme tu le dis, on n'est pas là pour s'intéresser uniquement au dénominateur, on va dire, et se dire, on réduit les ressources, on s'attaque aux ressources,
on diminue les ressources humaines, etc. Voilà, Oui, c'est une toute autre logique, quoi. oui. J'ai trouvé ce que je voulais rajouter. En fait, dans l'histoire de Toyota, si on remonte dans les années 50, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des bouquins Oui, avec plaisir. qui nous parlent de ça. Si on remonte dans les années 50, on a Taishi Ono, qui est l'un des pères du Toyota Production System, qui expliquait que, ben, en fait, ils ont fait les mêmes erreurs que les Américains au début. Ils ont voulu produire des milliers de voitures. Et ben, quand ils ont fait ça, ils ont découvert que ben, leurs voitures, elles restaient sur les parkings. Elles n'étaient pas vendues. Hmm. Donc, ils ont commencé à réfléchir comment on peut transformer notre système pour produire à la demande. C'est là qu'est arrivé le début du flux tiré, produire à la demande. Pour la petite anecdote, Taishi Ono aurait compris le flux tiré en visitant un supermarché américain où il a vu que bah, quand les rayons étaient vides, bah, il y a des personnes qui venaient remplir les rayons. Et donc, il a pensé à cette notion de fabrication à la demande du client. D'accord. Voilà. Donc, et ils ont comme ça lancé toute leur démarche d'amélioration continue, de résolution de problèmes. Et ça fonctionne encore aujourd'hui. Je vous donnerai un livre, une référence d'un livre coécrit par un ancien de Toyota Valenciennes. Et tu verras que dedans, c'est de la résolution de problèmes en permanence. Hmm. D'accord, ouais, écoute, avec plaisir, on prendra toutes les références, puis on les mettra en description du podcast. Alors justement, tu parles de Toyota Valenciennes, donc je suis basé dans le nord et je dois être allé à 20 minutes de voiture de l'usine Toyota de Valenciennes, donc de Honin exactement. Et C'est ça. alors, voilà, Joss et moi sommes des passionnés, des obsédés de l'évaluation, mais on va dire pour les questions d'efficacité des formations, c'est pas l'évaluation pour l'évaluation, mais c'est la grande question, voilà, comment on forme efficacement, comment on s'assure que les formations ont de l'impact, etc. Et j'ai eu l'occasion, il y a un certain nombre d'années maintenant, de visiter l'usine de Toyota. Et donc, voilà, c'était une jeune responsable RH qui me faisait visiter l'usine. Et puis, ma première question, forcément, c'était, tiens, comment vous vous organisez pour les formations, où est-ce que vous formez, etc. Et je ne connaissais absolument pas le lean management à l'époque, et encore moins le TPS. Mmh. Et j'avais été stupéfait par ces réponses, parce que euh, moi, je me disais, bah, tiens, vous devez avoir des salles de formation, comment vous gérez votre plan de formation, etc. Et en gros, toute sa description, et on va en parler avec toi, c'est que justement, c'était avant tout de travailler sur le système. Ça n'est pas, et c'est un peu une critique que l'on peut faire à l'encontre de nombre de formations aujourd'hui, la manière dont on gère souvent les formations, c'est on va dire, je vais schématiser ainsi, mais c'est de prendre une personne à son poste de travail, de l'envoyer en formation, alors que ce soit d'ailleurs une formation interne hein, dans l'entreprise ou vis-à-vis, on va dire, avec un organisme externe, donc à l'extérieur de l'entreprise, etc. Elle va acquérir des choses et ensuite on va la remettre on va dire, on va la remettre à son poste et puis on espère que les choses vont se faire. Et donc on l'a arraché quasiment à son poste de travail. On lui permet d'acquérir des connaissances, des compétences, etc. ailleurs. Et ensuite, on espère que, on va dire, si vous me permettez la métaphore tous les deux, mais on espère que la greffe va prendre. Et en fait, souvent, on remarque que ça a du mal à fonctionner. C'est ce qui explique qu'il y ait très peu de transfert des acquis et que les formations soient un peu un coup d'épée dans l'eau. Et là, dans la logique de Toyota, c'était non, on ne forme pas les personnes en dehors du système pour ensuite tenter les raccorder au système, si je puis dire. On est vraiment dans le mode où on fait évoluer les deux simultanément, quoi. Et donc, voilà, ça m'intéresse vraiment qu'on en discute avec toi. Tu puisses nous décrire finalement comment on développe les compétences tout simplement dans un système comme celui de Toyota, donc du vrai lean management. Alors, j'ai pas eu la chance, comme toi, de visiter l'usine d'Onin. J'espère que ça pourra se faire prochainement. Par contre, j'ai eu la chance de visiter l'usine Tsutsumi au Japon lors d'un voyage professionnel, et c'était juste extraordinaire de pouvoir voir ça. Pour répondre à ta question,
Donc, on a déjà la résolution de problèmes, qui est un système d'apprentissage sur le terrain. Une particularité de la résolution de problèmes, c'est que ça ne se fait pas dans les bureaux avec la moquette, etc. La résolution de problèmes, ça se fait sur le terrain. On part du problème tel que je l'ai présenté à Joss tout à l'heure, et après, on va rechercher la cause racine. Il y a une technique qui s'appelle les 5 pourquoi, qui nous permettent, avec des questions, d'aller vers la cause racine. Ce qui se passe souvent dans les entreprises, c'est que au premier pourquoi, on va apporter une réponse. Et on est persuadé que c'est la bonne réponse. Et donc, du coup, on va poser un deuxième pourquoi pour creuser un petit peu. Et en fait, on fait un 5 pourquoi sur des idées qui sont probablement fausses. En lean management, quand on fait cette résolution de problème, on va poser la réponse à un pourquoi, c'est considéré comme une hypothèse de cause. Et en tant qu'hypothèse, on doit aller la valider et l'invalider. Et pour faire cela, on va sur le terrain. On va, si par exemple on dit parce que le bouchon était mal serré, ben on va aller vérifier si le bouchon était vraiment mal serré, oui ou non. Si c'est non, on va chercher une autre hypothèse de cause. Si c'est validé, eh ben on va pouvoir passer à un autre pourquoi. Et une fois qu'on a notre cause racine, on va pouvoir identifier des idées d'amélioration. Et c'est pareil, dans beaucoup d'entreprises, on va lister des idées d'amélioration, un peu comme une to-do list. Et puis, ça y est, on distribue ça à plusieurs personnes et tout est déclenché plus ou moins en même temps. Et à la fin, on va obtenir un résultat, mais on ne va pas savoir quelle est réellement l'idée d'amélioration qui a fonctionné ou pas. Ce qu'on cherche avec le lean management, c'est déjà, on déclenche une par une ces idées d'amélioration, toujours avec de la mesure qui nous permet de faire le check, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Une fois qu'on a résolu le problème par les idées d'amélioration, on a la partie dans la résolution de problème, quand on utilise le PDCA, j'ai oublié de l'introduire, le Plan, Do, Check, Act, qui est une technique très utilisée quand on fait du lean management. Le act, c'est agir. En fait, c'est apprendre aussi. Et ce que fait Toyota, c'est que à la fin du A, qu'est-ce qu'on a appris? Et ben cet apprentissage va être ajouté à un standard de pratique ou un standard de travail. Il faudra faire la distinction entre standard et procédure. Ça n'a rien à voir. Un standard de travail au sens ligne du terme, c'est vraiment pour expliquer de façon avec des dessins ou avec des photos les étapes de réalisation d'une réalisation d'un produit ou d'un geste, les différents gestes à réaliser et les points clés. C'est-à-dire les points clés, c'est est-ce que là je dois faire un contrôle particulier, donc de l'autocontrôle, ce qu'on disait au début. Est-ce que je dois faire de l'autocontrôle particulier parce que c'est un point d'attention? Et on a la raison du point d'attention. Pourquoi il est important de faire cet autocontrôle? Là où des fois, dans nos entreprises, on voit des procédures où on a une liste de tâches et on n'a pas d'autocontrôle. On ne sait même pas si le résultat qui apparaît quand je prends l'IT qui apparaît à l'écran, c'est le bon ou c'est pas le bon. Donc le standard de travail permet tout ça. Alors l'idée, c'est pas de tout standardiser, c'est de standardiser des gestes qu'on doit améliorer. Et comme on a fait une résolution de problème, le A, donc le acte du PDCA, va nous permettre de mettre à jour ce standard. Et donc la mise à jour de ce standard, c'est un apprentissage. Et les personnes qui travaillent avec ce standard vont être formées à la modification qui a été faite dans le standard de travail. Ok. Joss, tu voulais poser une question? Non. C'est parce que j'avais les mots, excuse-moi. Est-ce qu'on peut dire que travailler ainsi permet de minimiser, voire éliminer les erreurs humaines? Est-ce que ça, c'est l'objectif principal ou pas?
Alors, moi, j'ai du mal avec la notion d'erreur humaine. Ah, Je m'explique. Euh, en lean management, on considère que l'erreur qui a été réalisée par une personne, donc qu'on peut appeler erreur humaine, c'est la conséquence d'un dysfonctionnement du système de l'entreprise. C'est pas la personne qui a décidé aujourd'hui je vais faire une erreur. C'est la conséquence de procédures, de standards, de processus qui sont ou de décisions managériales qui ont fait que cette personne se retrouve dans une situation où elle ne peut que faire l'erreur. Donc voilà, déjà, je fais cette parenthèse sur la notion d'erreur humaine. Parce oui, je que comprends. quand on dit erreur humaine, on pointe du doigt la personne qui a fait cette erreur. Oui, Oui, elle l'a faite, l'erreur. Donc on peut dire que c'est une erreur humaine. Mais s'arrêter à ça, c'est pas bon. C'est pour ça que dans les PDCA, quand on fait de la résolution de problèmes, on cherche à dépasser. C'est Jean-Philippe qui a fait l'erreur. Ok, mais on a appris quoi si on s'arrête à Jean-Philippe a fait l'erreur? On n'a rien appris. C'est pourquoi Jean-Philippe a fait l'erreur. C'est une Ça peut démarche être des très problèmes de humaniste, hein. formation. Oui, ça peut être des problèmes de formation, ça peut être des problèmes de j'ai pas la bonne pièce, j'ai pas les bons outils, etc., etc., etc. Et si on s'arrête à la notion d'erreur humaine, on n'apprend rien du tout. Donc voilà, c'est ça l'intérêt de la résolution de problèmes. C'est effectivement, ça va réduire les erreurs humaines entre guillemets parce que on va chercher à comprendre pourquoi la personne s'est retrouvée dans cette situation. Et un point important enfin il y en a plusieurs, mais chez Toyota, c'est que quand par exemple sur une chaîne de fabrication, la personne a un doute sur son geste ou n'a plus la bonne pièce, etc., elle a une technique qui s'appelle l'ANDON, A-N-D-O-N, c'est un appel à l'aide. Et toute l'entreprise Toyota est orientée sur comment j'aide mes collaborateurs à réussir leur travail au quotidien. Ça veut dire que du coup, la pression va se mettre sur le système managérial. Comment moi, en tant que responsable d'équipe, je viens aider mon collaborateur à réussir. Et elle est moins sur le collaborateur. Le collaborateur, il déclenche le système d'aide. Et aujourd'hui, on voit bien que dans la grande partie des entreprises, ce système d'aide n'existe pas. La chaîne d'aide managériale n'existe pas. Et pour avoir travaillé dans une entreprise qui appliquait le lean à soi-même, même si on n'y allait pas jusqu'au bout, mais du coup, j'ai pratiqué l'andon. C'est quelque chose qui n'est pas naturel pour nous, mais ça fonctionne, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire, j'ai un problème avec ce client-là, eh ben, j'ai eu mon directeur de mission qui m'a appelé, on s'est posé, on a discuté, c'est quoi le souci, bidule, etc. Et on a mis en pratique ce qu'on avait convenu. Si j'avais fait ça dans mon coin et que je perdais le client, eh ben, ça l'aurait pas fait. Donc voilà, le système d'aide est là aussi pour révéler les problèmes. Si on n'a pas ce système d'aide, on révèle pas les problèmes, et si on révèle pas les problèmes, on les résout pas, et donc on n'est pas dans un système apprenant. Donc ça, c'était la première partie, Jonathan, pour répondre sur une première partie sur l'apprentissage, comment on apprend. La deuxième partie, c'est l'apprentissage au poste de travail. Et ça rejoint ce que tu disais. On cherche pas à sortir la personne de son environnement de travail et de l'envoyer ailleurs, dans une autre société. Sauf peut-être quand il y a des changements de métier, hein. Mais quand on est sur la chaîne de travail, on va tout faire pour que la personne apprenne son métier au plus proche de son poste de travail. Si c'est pas possible sur le poste de travail lui-même, ils ont ce qu'on appelle des dojos. C'est très en lien avec les arts martiaux japonais. Ils ont des dojos dans lesquels ils font des katas. Le dojo, c'est un environnement de formation. Le kata, c'est des répétitions de gestes. Et donc, ils vont apprendre le geste jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et là, je rebondis sur la partie neurosciences parce que c'est quelque chose qui est vachement important. C'est que euh, pour être efficace et consommer le moins d'énergie possible, il faut que
l'apprentissage qu'on est en train de faire devienne petit à petit un automatisme. Quand ça devient un automatisme, notre cerveau crée des chemins neuronaux spécifiques. On va appeler ça, on peut comparer ça à des autoroutes de l'information. C'est des autoroutes de l'information très spécifiques par rapport à des gestes très spécifiques. Et du coup, ça ne passe plus par le cortex préfrontal où on est en train de réfléchir aux gestes que je dois faire. Je prends un exemple qui est connu de tout le monde. Quand on a appris à conduire une voiture, avec le levier de vitesse, donc la boîte manuelle et pas la boîte automatique. Quand on était au début de cet apprentissage, on pensait en permanence aux gestes. Enfin, je pense que Jonathan et Joss, vous me contredirez pas, mais au début, vous étiez en train de penser, allez, je dois débrayer, embrayer, bouger ma boîte de vitesse, etc. Et maintenant, une fois que vous avez l'habitude, vous y pensez plus. Le geste est automatisé. Et c'est ce que cherche Toyota, à faire le bon geste et de faire en sorte qu'il soit le plus automatique possible. Alors je suis pas sûr qu'ils avaient pensé ça en termes de neurosciences, mais en tout cas c'est ce que ça engendre. Alors en termes d'apprentissage et de le fameux geste automatique qu'on cherche chez Toyota, les neurosciences d'ailleurs montrent au travers de pas mal, enfin de nombreuses études, pardon, que ce geste automatique permet de décharger notre cortex préfrontal, hein, qui est en fait notre zone de mémoire de travail, d'inhibition, etc. Et ça crée des chemins neuronaux ultra rapides. On parle de 300 km/h à l'intérieur de notre cerveau. Et ces chemins ultra rapides spécialisés, finalement, sont dédiés aux gestes qu'on a appris avec un geste de qualité pour en faire une habitude. Et c'est ça que cherche Toyota. Du coup, comme le cortex préfrontal est en partie libéré d'une certaine charge, on peut mettre une deuxième intention qui est l'autocontrôle. Ça nous permet, en même temps qu'on fait le geste, de nous assurer qu'on n'est pas en train de faire une erreur. Ou si on a un problème, de pouvoir déclencher l'endon dont on a parlé juste avant. On a des neuroscientifiques, j'ai oublié un nom, mais c'est pas grave. Il y en a un qui dit si on libère l'apprentissage, c'est réduire la charge du cortex préfrontal. Et pour comprendre cette phrase-là, il faut bien comprendre que le cortex préfrontal est l'endroit où tout vient surcharger notre cerveau quand l'information elle est pas bonne, quand on est dérangé tout le temps, etc., etc. C'est là où en fait on a des filtres qui ne fonctionnent pas en parallèle et donc on peut pas faire du multitâche. Donc une formation au geste complètement acquise, on libère une partie du cortex préfrontal. C'est très intéressant parce que ça fait, tu vois, déjà là, avec ces deux pratiques, je pense que l'on répond à, on va dire, pas mal de mots MAUX de la formation. Tout à l'heure, quand tu parlais de la manière d'identifier les problèmes, d'aller sur le terrain, de mesurer, etc., poser la question des 5 pourquoi, on est vraiment déjà, on va dire, à ce stade dans une véritable démarche d'analyse des besoins de formation. C'est-à-dire, on va s'assurer que Oui. c'est vraiment, on va dire, un problème de compétence déjà. On est capable d'en parler. Et Joss, ça me fait penser à, tu te souviens, je crois que c'était une responsable formation de SAP qui avait eu une récompense aux États-Unis parce que justement, elle demandait à toute personne qui venait lui dire j'ai un besoin de formation, oui, mais apporte-moi la preuve de ce que tu avances et montre-moi des indicateurs pour prouver justement que voilà, il y a un besoin et que la formation peut être une vraie réponse. Donc, et c'est vrai que quand tu parlais aussi des erreurs humaines, je me disais, tiens, on en reste souvent à la question, finalement, au premier pourquoi. Voilà, il y a eu un problème, bah voilà, point. Et en fait, on ne va pas plus loin pour réinterroger le système. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et le deuxième, on va dire, mal fréquent de la formation, ce dont tu parles ici, c'est que on a souvent tendance à considérer que la formation seule va suffire.
et que derrière, bah, finalement, on ne tient pas compte de la question du transfert des acquis, du fait que ça va nécessiter aussi un certain effort de la part de l'apprenant, de la répétition du geste, etc., pour que ça soit vraiment ancré, pour qu'il y ait cette maîtrise. Et là, on voit que c'est complètement incarné dans le TPS avec toute cette logique. On n'est pas juste, on reste pas en surface en se disant, voilà, maintenant, vous avez été formé à telle technique managériale, par exemple, et puis, bah, voilà, maintenant, vous, naturellement, voilà, vous avez suivi la formation, donc naturellement, comme par magie, c'est bon, vous allez être compétent. Donc, on sait que ça va demander du temps, de l'énergie, de l'effort, etc., pour atteindre ce niveau, et comme tu le dis, les neurosciences l'expliquent très bien. Oui, et puis ce qui est important dans une formation, c'est que, comme tu l'as dit, elle doit répondre à un problème. Quel est le problème? Et donc, quand on a le problème, on a l'indicateur, on a la mesure. Et une fois qu'on a fait la formation au poste, qu'on a acquis le geste, on va dire le geste parfait en tout cas qui est nécessaire à un instant donné, ça doit se voir au travers d'indicateurs. Par exemple, quand on est sur un standard de travail, dans le standard de travail, on définit le niveau de qualité qu'on doit atteindre. Et il y a aussi la vitesse d'exécution. Ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, quand on est sur une chaîne de travail, on a un temps de processus et donc sur l'étape qu'on est en train de faire, on doit la faire dans un temps donné. Si on n'a pas le bon niveau de formation, un, on n'arrive pas à faire le bon niveau de qualité, et deux, on n'arrive pas à le faire dans le temps imparti. Donc on crée un problème dans le processus de fabrication. Quand on répète ces gestes, on fait des katas, etc., qu'on travaille avec le responsable d'équipe pour acquérir le bon niveau, et ben on va le voir au niveau des indicateurs, c'est-à-dire que la qualité, ben, elle va sortir bonne, et le temps de traitement va rentrer dans les bornes qui ont été définies dans le standard de travail. Ouais. On est dans un milieu très industriel, hein. Donc là, on parle de Toyota, on parle des usines, on parle d'être sur le terrain. Je sais que beaucoup de nos auditeurs, ils sont dans ce qu'on appelle les soft skills, dans les compétences transverses. Est-ce que lorsqu'il y a une identification de problèmes et une résolution de formation, peut-être liée à la communication, liée au management, tu vois, est-ce que ces mêmes solutions en formation, est-ce que ça s'applique là? Ouais, alors, on peut pas forcément l'appliquer sur la durée. Le temps de travail, on va l'éviter dans ces cas-là. Par contre, il faut bien, et on revient toujours sur la même question, il faut bien identifier le problème qu'on rencontre. Si on est sur des problèmes de communication, c'est quoi le problème opérationnel? Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas eu des dernières informations et qui ont du coup travaillé sur des sujets qui sont maintenant, on va dire, périmés, et que la direction est passée sur d'autres sujets? Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est on a des personnes qui partent en burn-out dans des équipes, tu vois? Donc il est important déjà de connaître le vrai problème pour ensuite définir le type, si on parle de manager, le type de formation et d'accompagnement qui est nécessaire pour corriger ce problème-là. Au niveau managérial, on fait de l'accompagnement des managers parce que c'est des changements profonds de manière de penser et de manière de faire. Par exemple, ce qu'on cherche en lean management, c'est que le manager soit la plupart du temps sur le terrain. On appelle ça faire son Gemba, Gemba, pour comprendre les difficultés des équipes. Un manager qui reste dans son bureau, qui est en permanence en réunion, ne peut pas comprendre les difficultés des équipes et va prendre des décisions qui ne sont pas en lien avec ce que vivent les équipes au quotidien. Et ça, c'est des techniques de formation et d'accompagnement qu'on met en place aussi pour les managers. Où tu as par exemple aussi euh, la mise en place d'un management visuel. Le management visuel, il est construit par l'équipe et pour l'équipe. C'est pas du reporting pour le manager. Le manager, lui, il doit apprendre
à lire le management visuel et à comprendre les difficultés de l'équipe. Est-ce que on a des demandes clients qui sont en attente depuis 5-10 jours et pourquoi elles sont bloquées? Donc lui, il vient poser des questions pour essayer de comprendre et challenger l'équipe sur les problèmes, mais en aucun cas il doit apporter des solutions. Donc voilà, il y a toute une panoplie de techniques et de principes que les managers ou des personnes qui sont dans les services, par exemple, peuvent mettre en pratique. En fait, quand on lit le Toyota Production System, il n'y a rien de spécifique à l'automobile. Tout peut être appliqué à n'importe quel métier. Aujourd'hui, on trouve du lean management dans le BTP, par exemple. Tu as un très bon livre que je conseille à tout le monde et à vous et à vos auditeurs. C'est le lean management au cœur des services, qui a été coécrit par Olivier René, qui est un ancien de Toyota au Nain, qui a été formé par des Japonais notamment, et Bertrand Degrave, qui est un coach lean expert. Ils ont écrit ce bouquin en se disant comment on peut permettre à n'importe qui de comprendre facilement les principes et les techniques du lean management. Et donc, quand on le lit, c'est orienté service, il y a un petit peu d'IT dedans, mais on peut se dire, mais ça s'applique partout. Et en fait, je pense que c'est un des rares bouquins qui est à ce point didactique pour faire comprendre le lean management. En tout cas, si vous voulez comprendre, moi je vous le conseille. Euh, donc voilà, je sais pas, Joss, si ça répond précisément à ta question. Si, très bien. Ouais, donc ça s'applique vraiment, vraiment partout. Et je reviens, tu l'as évoqué rapidement, tu as dit, lorsqu'on parlait de la mesure d'objectifs chiffrés, etc., tu as dit ça plaît ou ça ne plaît pas. Et c'est souvent quelque chose que j'entends, on va dire, de la part de personnes qui seraient, on va dire, réticentes, on va dire, hermétiques aux évaluations, aux mesures, etc. Et je vais faire une généralité, mais de mon point de vue, je pense que beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec les indicateurs, la mesure, le fait de dire que tiens, telle tâche doit prendre autant de temps, etc. Parce que souvent, on en reste à la question de la mesure, de l'indicateur. Et ça n'est pas mis en place dans un système plus global, comme peut l'être le TPS, où on va donner les moyens aux personnes de comprendre pourquoi on fait les choses, donc de donner du sens, de leur donner les moyens de s'améliorer, le fait d'avoir le manager à disposition via Landon, etc. Et donc, on voit vraiment le problème par le petit bout de la lorgnette en disant, voilà, je pense le cas classique des centres d'appel, voilà, un appel c'est autant de secondes, etc. Point. Mais si on en reste au stade de l'indicateur, ça ne donne envie à personne de performer, de s'améliorer, etc. Et pourtant, on le voit dans notre vie personnelle, il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment la mesure, qui aiment avoir du feedback, qui vont aller mettre un bracelet connecté pour aller courir, pour savoir combien de kilomètres elles vont courir, combien de temps, etc., qui vont parfois mesurer aussi leur sommeil, etc. Donc, on est OK, je pense, de manière générale, encore une fois, c'était une généralité, avec la mesure, mais si justement on nous donne les moyens de s'améliorer, de comprendre ce qu'il y a derrière, et qu'on n'en reste pas à la question du chiffre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis complètement d'accord avec ça. J'allais te répondre que quand on est en voiture, on a une multitude d'indicateurs sur le tableau de bord. C'est vrai. Quand nos enfants sont malades, on leur prend la température. On C'est a vrai. des médicaments, ils prennent les médicaments et on continue de prendre la température et on voit que la température baisse. Si on a envie de maigrir, et ben on monte sur une balance, on se fait peur à un grand coup euh, parce on a pris du poids. Après, on fait des efforts, que ce soit physiques ou des efforts sur l'alimentation et petit à petit, on voit que la courbe de poids, elle baisse. Donc, on utilise des indicateurs de partout. Par contre, tu as donné un très bon exemple, Jonathan, c'est l'exemple des centres d'appel. Un appel, c'est tant de secondes, tant de minutes. Mais cet indicateur n'a aucun intérêt, n'a aucun sens pour la personne. Par contre, un indicateur qui aurait été combien d'appels, combien de résolutions j'ai pu réaliser dans la journée.
Je parle bien de résolution, c'est-à-dire supprimer le problème de l'utilisateur. Hmm. Là, ça donne du sens, ça donne de la valeur au travail que fait la personne au centre d'appel. Exactement. Et en plus, ça lui laisserait du temps de pouvoir creuser le sujet. J'ai fait de l'observation, enfin, j'ai plus que de l'observation, j'ai fait de l'accompagnement de centres d'appel. Et les indicateurs de base, c'est le taux de décroché et le temps passé par appel. Mais on cherche même pas à résoudre les problèmes. Alors déjà, si on arrive à corriger, c'est-à-dire faire en sorte que la personne puisse de nouveau travailler, ça serait bien, mais on cherche même pas à résoudre. Donc, faut pas s'étonner que dans ces milieux-là, on ait un turnover qui soit énorme et qu'on soit obligé en permanence de reformer des gens. Voilà. Il est où le Ouais. sens? Il est où Ouais. le sens du travail? Complètement. Et ça me fait penser dans les ESN, hein, dans l'informatique, tous les services support, etc. Et c'est vrai généralement, on pense nombre de tickets, temps passé sur chaque ticket, etc. Mais je peux très bien avoir moins de tickets, mais par contre, derrière, j'ai permis à des clients de la plus haute importance, hein, des clients C'est grands ça. comptes qui représentent un chiffre d'affaires très important, etc., de venir à bout des problèmes qu'ils rencontraient, etc. Et voilà, on ne pense pas valeur apportée aux clients. Je pense aussi que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On parlait de donner du sens, c'est quand même central derrière. Et je pense que c'est aussi ça qui motive, qui incite au passage à l'action lorsque voilà, on développe des compétences, on suit des formations, etc. Dans quel système ça s'inscrit pour répondre à quels objectifs? Est-ce que c'est pour apporter de la valeur au client, etc. Oui, quand on communique en ce sens, forcément, ça a beaucoup plus de valeur, évidemment. Oui, et puis je, je- le, le côté mesure, les gens des gens, je veux dire, des gens ont du mal au travail aussi, parce que, comme tu le disais, le système de l'entreprise n'est pas bâti sur le respect de la personne, le respect for people, comme on dit en ligne et dans le TPS, qui est, c'est pas simplement de dire bonjour, hein. Déjà, si on dit bonjour, c'est bien, Hmm. mais euh, qui est de faire réussir les équipes au quotidien. En fait, on a la pyramide inversée. C'est toute l'entreprise au service des sachants. Donc les sachants, c'est les opérationnels, c'est ceux qui Hmm. sont sur le terrain. Si tu n'as pas ça, c'est clair que quand tu demandes à des équipes ou à des managers d'afficher des indicateurs, ben, ils vont avoir du mal à les afficher. D'autant plus si tu affiches des indicateurs qui sont mauvais, donc orange ou rouge, et que quand tu montres ça à ton management supérieur, tu te fais taper sur les doigts et on t'envoie une équipe pour t'expliquer la vie. Hmm. C'est vrai. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va produire ce qu'on appelle les indicateurs pastèques. C'est des indicateurs qui sont verts à l'extérieur pour montrer que tout va bien, mais en fait, ils sont rouges à l'intérieur, c'est-à-dire sur le terrain, ça va pas, mais on veut surtout pas être embêté par le top management, donc on donne des indicateurs qui sont bons. Ah, très belle Et la image. réalité du terrain, voilà, et la réalité du terrain est tout autre. Et c'est comme ça qu'on détruit aussi des personnes. Donc, si on avait cette aide managériale, comme on l'a vu avec Landon, on pourrait afficher des indicateurs beaucoup plus facilement parce que le management supérieur se dirait déjà, un, qu'est-ce que j'ai pas fait pour qu'il réussisse? Et deux, comment je peux l'aider à réussir? Hmm. La posture managériale change complètement. Je suis pas dans le contrôle et donner des ordres. Je crée un cadre avec des objectifs et j'aide mes équipes à réussir dans ce cadre et ces objectifs-là. Je vais être très cru, hein, Jean-Philippe, tu me pardonneras. Mais, et je vais stéréotyper un mort, mais moi, je postule que tout ça, ça marche pas si l'entreprise n'a pas une culture, un niveau de maturité assez élevé. Est-ce que je vois pas, tu vois, les entreprises jeunes ou avec un niveau de responsabilisation des managers assez bas pouvoir faire ce que tu expliques. Je mets pas du tout en cause la valeur de ce que tu dis. Je trouve ça génial et je trouve plein de liens avec l'évaluation. Mais
est-ce qu'il y a quand même des prérequis au niveau de justement la maturité de l'organisation pour permettre de mettre en place un système comme ça? Oui, tu as entièrement raison dans ton analyse, Joss. Euh, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a peu d'entreprises qui le font, parce que c'est très difficile. C'est un temps qui est long, alors qu'on a une économie qui fonctionne dans un temps qui est très court. Mais on se dit toujours, bon, on le fera plus tard, on le fera plus tard, on le fera plus tard. En fait, on le fera quand il y aura plus d'entreprise. Euh, c'est quelque chose de difficile parce que ça change profondément les modèles de pensée et les modèles managériaux. Mais il y a des startups qui le font. Vous pouvez chercher par exemple Théodo, qui est une petite ESN qui Ouais. développe des applications pour smartphones, etc. Théodo, ça fait 12 ou 15 ans qui sont coachés. Et le lean, c'est leur mode de pensée. J'ai visité Théodo il y a quelques années en arrière et je suis en contact régulièrement avec un ancien de Théodo, je crois que c'est Marek Malnik, ou je corrigerai son nom peut-être je chercherai. Euh, et en fait, ils sont dans la culture et dans la pensée lean management. Quand j'ai visité les bureaux de Théodo, tu vas dans le bureau de la direction, il y a des feuilles de résolution de problèmes affichées sur les murs, partout, partout. Ils ont un dojo, ils font des katas. Enfin, pour ceux qui connaissent l'informatique, par exemple, euh, ils sont arrivés à un objectif où une user story qui est ready to dev, Mhm. elle doit mettre 7 heures pour aller en production. Ouais, effectivement. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à standardiser la user story, à réduire la variabilité du poids ou de la charge de la user story pour faire en sorte que la user story mette 7 heures à être développée et être mise en prod. Si elle n'est pas développée et pas mise en prod en 7 heures, il y a une résolution de problème pour comprendre et apprendre. Et ils ont une croissance exceptionnelle. Voilà, Ah, ils ont c'est une la croissance preuve que exceptionnelle. ça fonctionne. Voilà, et c'est porté par les dirigeants, donc c'est incarné, comme tu dis. Donc voilà, les résultats sont là et c'est indiscutable. Tu avais, vu qu'on parle, on va dire, aussi du culture d'entreprise, on en avait parlé en préparant ce podcast. Je serais intéressé à ce que tu nous racontes, si tu en es d'accord. Euh, Tu avais une anecdote sur l'arrêt d'une usine au Japon. Parce que je pense qu'il y a la Ah question oui, de la culture d'entreprise qui nécessairement est impactée aussi par la culture du pays, la culture nationale. oui. Euh, Quand on a visité, c'était en 2017, quand on a pu visiter l'usine de Tsutsumi, qui est quand même, à l'époque, je sais pas maintenant, mais à l'époque, c'était la meilleure usine Toyota au monde. Elle fabriquait les voitures qui étaient commandées, mais elle aidait aussi d'autres usines, c'est-à-dire qu'elle fabriquait des voitures pour d'autres usines. Sur sa chaîne de fabrication, sur la même chaîne de fabrication, je crois que c'était 3 modèles différents, toutes options confondues. Donc la chaîne ne change pas, hein, c'est c'est juste le matériel qui arrive au niveau des ouvriers qui change et qui savent exactement que la voiture qui est devant eux, ben, ils doivent mettre telle pièce ou telle pièce. Ils n'ont pas à se poser de questions. Et donc nous, on visitait cette usine-là et on a vu parce que le Landon, c'est aussi des signaux, on a vu des signaux rouges s'afficher à certaines étapes. Et en fait, on a compris que l'usine était en train de s'arrêter. Ce qui était pour nous, en tant qu'apprenants du Lean, était une révélation. On était super content de voir l'arrêt de l'usine, mais pour les Japonais, c'était une catastrophe, parce Ouais. que pour eux, montrer qu'il y a un arrêt d'usine, c'est pas quelque chose de bien. Donc Oui. la personne qui nous présentait l'usine n'arrêtait pas de s'excuser. Mais nous, on a continué à elle poser des questions et en fait, petit à petit, elle nous a expliqué, bah là, vous voyez, vous avez les ouvriers de maintenance qui arrivent. On voyait qu'ils arrivaient tranquillement. Euh, il y a une petite musique qui se met, les petites musiques japonaises un petit peu traditionnelles là qui fonctionnent. Et on voit arriver les gens.
Je crois que c'était leur nouvelle machine, un nouveau robot de soudure. Et on voit un technicien prendre le câble électrique et remonter jusque là où le câble électrique était branché. Donc en fait, ils font tout ça tranquillement et ça s'excite pas, ça s'énerve pas. Il n'y a pas le directeur d'usine qui vient en hurlant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous foutez, etc. Donc il n'y a pas la pression qui tombe en fait. Par contre, les compteurs de production continuent de calculer et donc on voit le retard qui s'accumule et ça calcule aussi les heures supplémentaires qu'ils vont devoir faire pour récupérer le rythme. Mais pour avoir travaillé en ESN pendant 24 ans, la comparaison est vraiment différente. En France, on a un arrêt de prod sur un serveur pour un client important. Ça y est, on a jusqu'au commercial qui appelle toutes les 30 secondes le pauvre technicien en lui disant bon, t'y arrivé, t'y arrivé, t'y arrivé. Et le technicien, il n'a pas le temps de bosser, il est dérangé au téléphone, C'est ça. il a 5 personnes derrière lui, il a son chef de projet qui dit ouais, mais qu'est-ce que vous foutez, machin. Ben voilà, au Japon, bah, c'était complètement différent. On laisse le temps à la compréhension du problème et ensuite à sa résolution. Ouais, puis je crois que les employés, les ouvriers nettoyaient aussi leur poste pendant Ah ce oui, oui, temps, pardon. etc. Il y avait aussi ça, J'avais quoi. oublié Ouais, ça. ouais. Ça Ouais, m'a stupéfait. j'avais oublié, effectivement, en fait, quand la chaîne a été complètement arrêtée, c'est quand même 6000 personnes qui s'arrêtent. Nous, on voyait que un quart c'est quatre usines connectées différentes, donc on voyait qu'un quart. En fait, on a vu les personnes, soit elles nettoyaient leur environnement de travail, on en a vu qui sont allées balayer, soit elles se mettent à faire de la résolution de problèmes, soit elles mettent à jour leur management visuel, etc. L'amélioration continue, l'entretien de son poste de travail, de ses gestes, etc., ça fait partie du travail. C'est là où on a une différence fondamentale chez nous. Certes, je veux pas, il y a un rapport au Japon, il y a un rapport au travail qui est très particulier. Je dis pas qu'il faut tomber dans ce truc-là. Euh, En France, bah, les gens vont plutôt tendance à aller prendre le café ou autre chose. Euh, et on le voit bien, c'est que nous, moi en tant que coach, quand je dis à des managers, mais donnez du temps à vos équipes pour qu'elles fassent de la résolution de problèmes, c'est-à-dire bah, donner peut-être 1 heure toutes les semaines, j'en sais rien. Et ben qu'est-ce qu'on dit? Bah non, c'est pas de la production. Voilà. Ouais. On est là. Je pense que la grande différence, elle est là, c'est que d'un côté, on considère que l'amélioration continue et la formation, ça fait partie du travail, et de l'autre, on considère que c'est du temps perdu et que ça ne sert pas à produire, alors que ça sert normalement à améliorer la production. C'est exactement ça. Et là, je pense que nos auditeurs qui occupent des postes de responsable formation, etc., feront peut-être le lien. Moi, je l'ai fait automatiquement. On va dire, au vu des difficultés que l'on peut avoir à faire en sorte que, on en parlait en introduction, mais que des collègues, que des collaborateurs suivent, par exemple, des modules de formation et e-learning, etc., en disant, oui, ben, enfin, voilà, je ferai ça si j'ai le temps, point, etc. En fait, la formation peut être souvent vue comme la dernière roue du carrosse et n'est pas intégrée au même titre que l'amélioration continue dont tu parles ici, vraiment comme du temps de travail. Je veux dire, c'est de l'investissement et donc c'est logique que ça soit fait aussi sur le temps de travail, que ça soit pas fait si j'ai le temps, voilà, avec un sandwich vite fait le midi, etc. Si on y accorde de l'importance, nécessairement, ça doit être intégré dans le travail, dans le temps de travail, au poste de travail le plus possible, etc. Et c'est uniquement à ces conditions voilà, que l'on pourra développer réellement les compétences des personnes. J'ai juste Ouais. une dernière question de ma part. C'est sur le bien-être au travail parce que tu avais fait un point très intéressant sur la culture d'entreprise au Japon et le rattachement aux valeurs de travail, etc. Et donc, forcément, chaque pays est différent. En France, on est maintenant beaucoup plus focalisé qu'avant sur le bien-être au travail, sur l'ergonomie, sur
euh, les effets de burn-out, etc. Est-ce que tu vois qu'un système réussi en lean management tel que tu décris, est-ce qu'il y a des impacts sur le bien-être au travail aussi? Est-ce que au niveau de la productivité de la personne et ses absences au travail, maladie, etc., ou pas du tout? Alors, je pourrais pas te le dire de façon globale dans une entreprise. On pourrait demander à Théodo, par exemple, mais je suppose que oui. En tout cas, moi, toutes les équipes que j'accompagne, euh, les retours sont positifs et c'est pour ça que j'adore le coaching en lean management parce que euh, les gens nous disent on travaille mieux, pas plus, on satisfait mieux nos clients. Nos clients sont contents et nous, on rentre le soir en se disant on a passé une bonne journée. On a des gens qui nous disent enfin, vous avez changé notre façon de travailler, c'est juste génial. Voilà, on a des gens qui viennent nous remercier pour le coaching et de les avoir aidés à réfléchir et à trouver leur nouvelle manière de travailler. Et quand on fait un accompagnement, on évalue, on fait un NPS, un Net Promoter Score, avant sur les clients, mais aussi sur les membres de l'équipe. Et à la fin de l'accompagnement, on refait ce NPS auprès des clients et aussi auprès des membres de l'équipe. Dans tous les cas, on a le NPS client qui augmente et le NPS équipe qui augmente. Donc oui, on travaille sur le bien-être bien-être des collaborateurs parce qu'on s'intéresse à eux, on leur permet dans un temps donné, qui est le temps de travail, de produire plus de valeur avec plus de sens. Euh, Quand vous avez des personnes qui sont là juste à regarder des tickets d'incidents, enfin, quel est l'intérêt? Donc, on fait en sorte de résoudre les incidents le plus rapidement possible et ces personnes-là basculent dans les équipes de développement pour recréer de la valeur. Voilà. Et donc, oui, moi, j'en suis profondément convaincu et c'est pour ça aussi que j'investis sur les neurosciences pour démontrer d'une certaine manière que le lean correctement fait dans une entreprise qui a décidé de le pratiquer correctement permet d'avoir un haut niveau de bien-être au travail. C'est génial. Et encore une fois, tu utilises l'indicateur NPS. Jonathan, tu t'y connais en NPS en formation, n'est-ce pas? Complètement. Exactement. Mais c'est ça, on voit que les questions de mesure, d'évaluation, etc., sont centrales, hein. Et alors, nous, on en est évidemment convaincus au niveau de la formation et on le voit que voilà, le lean repose aussi là-dessus. Donc voilà, sans mesure, sans évaluation, etc., les formations ne peuvent pas être efficaces, hein. C'est vraiment un ingrédient de l'efficacité de formation que d'être OK sur ce que l'on attend, comment on va le mesurer, etc. Et on voit que là, voilà, ça apparaît, genre ça transparaît, on va dire, dans le lean management, dans les systèmes de lean, etc. Donc je trouve ça vraiment très, très intéressant, quoi. Tu vois, par exemple, Jonathan, par exemple, on a eu un projet où ils sont surperformés. Ils ont, en termes de productivité, ils ont surperformé. On pourrait croire que c'est top. On a regardé le NPS collaborateur, et il n'était pas bon. On a eu des personnes qui sont parties en pleurs. Mhm. Donc voilà, en termes de productivité, on a eu un super résultat, mais en termes humains, on a eu un mauvais résultat. Donc pour moi, du coup, cette phase d'accompagnement est quelque chose de non réussi. Ouais, complètement. Pour que ça soit réussi, c'est la productivité et le bien-être au travail qui doivent monter tous les deux. Ouais, tout à fait. L'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, ça n'est pas C'est durable ça, sinon, quoi. exactement. Et juste, ouais, une dernière chose, tu m'as appris un terme que je ne connaissais pas, Jean-Philippe. Enfin, tu m'as appris plein de choses et on mettra aussi les références de ton blog parce il est vraiment excellent. Enfin, des articles très fouillés. Voilà, il y a vraiment du fond. Tu parles aussi voilà,
ce que tu as pu observer dans différentes entreprises. Je pense à Arc avec sa chaîne école, etc. Donc, il y a Ouais. vraiment énormément de choses très intéressantes. Je crois que c'est sur LinkedIn où tu m'avais appris le terme les progrédiens. Oui, Vient du, progrédien. voilà, c'était les Grecs, c'est du temps, C'est on va dire, ça, des les Grecs, anciens Grecs, oui. anciens Grecs, ceux qui cherchent à s'améliorer en permanence, c'est ça? C'est ça, Ah bah c'est génial. exactement. Voilà, j'ai une définition maintenant, je peux mettre des mots sur les personnes qui sont, on va dire, obsédées par l'amélioration continue, qui cherchent à s'améliorer en permanence. Et je pense que c'est vraiment une excellente, on va dire, c'est une excellente chose à intégrer dans la formation, se dire, voilà, on suit de la formation pour s'améliorer en continu, mais d'ailleurs, on ne peut pas s'améliorer en continu en dehors du système. Donc, on évolue avec le système, et au même titre que productivité, bien-être au travail doivent être liés, et bien nécessairement, voilà, le développement des compétences doit aller de pair avec l'amélioration du système et inversement. Alors le progrédien, c'est Charles Pépin dans son livre Les Vertus de l'échec, que je conseille d'ailleurs, Okay. qui en parle très bien. Et justement, il explique dans son bouquin qu'en fait, faire des erreurs ou avoir des échecs, c'est juste une possibilité de rebondir. C'est juste une possibilité de se développer. Quand on a appris à marcher, quand on apprend à marcher, quand on est bébé, on tombe. Ouais, forcément. Qu'est-ce que fait notre cerveau? Il réapprend à bouger autrement, à baisser son centre de gravité, etc., etc., etc. Et en fait, c'est une multitude d'échecs qui fait qu'on arrive à grandir et à réussir ce qu'on a envie de faire. Super, super intéressant. Je pense qu'on peut peut-être faire le constat avec cet échange qu'il y a des très très forts liens concrets entre l'évaluation et le lean, parce qu'on voit plein de similitudes dans la façon de procéder. Jonathan, tu connais le proverbe entre qui vient en premier, la poule ou l'œuf. Donc du coup, je te pose ces questions. Entre l'évaluation et la ligne, qui vient en premier là? Parce que Patrick, c'est quand même 1953. Toyota, c'était bien 59. après. 59, voilà, Toyota, c'était bien après. Donc du coup, qu'est-ce qui est venu en premier, l'évaluation ou ou le lean? Alors, écoute, bon, je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que Je j'imagine sais. que le deal, quelle que soit la date, on va dire, repose aussi sur des bases encore plus anciennes, etc. C'est comme tous les débats que l'on peut avoir pour parler de développement personnel, etc. Oui, on oublie qu'à la base, il y avait des philosophes, je veux dire, qui ont réfléchi à ces questions-là bien Eh avant oui. les coachs de vie. Euh, et moi, mon point de vue, il est assez simple, c'est que euh, l'évaluation, enfin, s'il fallait, on va dire, je vais pas opposer les deux, je vais les combiner. L'évaluation, alors je vais le dire tel que je le pense, malheureusement, pendant des années, a permis de constater les dégâts. Et l'évaluation a permis de constater que un nombre énorme, et j'ose le dire, peut-être l'immense majorité des formations ne servent à rien, sont inutiles, n'ont pas d'impact, etc. Et la raison numéro une, c'est justement parce qu'on ne pense pas aux conditions de transfert et qu'on ne raisonne pas, qu'on ne pense pas au système en tant que tel. Et c'est pour ça que moi, je suis absolument fan on va dire, toute cette pensée sur le vrai lean management, parce que pour moi, c'est l'un des moyens, on va dire, en s'attaquant au système, en s'attaquant à l'organisation, etc. Tout à l'heure, Jean-Philippe, tu disais le lean management, le vrai lean management, c'est comment dire, c'est comment on va rendre aussi l'entreprise apprenante. Tu l'as dit à peu près en ces mots, et c'est exactement Ouais. ça. C'est que, encore une fois, l'évaluation permet de constater les dégâts. À ce stade, on voit que les choses s'améliorent tranquillement, les procès de la formation s'intéressent de plus en plus à la question du transfert, etc. Mais au bout d'un moment, ça restera des initiatives isolées si on ne s'attaque pas au système en tant que tel, et donc si on ne réfléchit pas à comment on fait en sorte d'avoir une organisation qui permette réellement de s'améliorer en continu. Et pour moi, le lean management est une excellente réponse à cela, et ça devrait être une priorité, ça devrait être dans l'agenda des dirigeants d'entreprise qui s'intéressent tout simplement à la performance de l'entreprise, et forcément ça va de pair au bien-être des collaborateurs. Donc c'est pour ça que moi je rêve d'un monde où
la plupart des organisations adoptent le lean management, où on va dire des systèmes équivalents, mais qui soient vraiment dans cette optique d'amélioration continue, pour que l'on puisse organiser la montée en compétences des collaborateurs et que l'évaluation permette de démontrer que ça fonctionne. Voilà. Et aujourd'hui, il y a tellement de cassures entre les deux qu'on n'a pas fini d'évaluer et on n'a pas fini de prôner les mérites du lean. Voici ma réponse. Ouais. Juste pour compléter sur tes propos, Jonathan, tu as un livre qui a été écrit par Art Burn qui s'appelle Le Virage Lean. Art Burn était un patron qui était convaincu par le lean et il s'est fait coacher par des Japonais et il a pratiqué réellement le lean dans ses entreprises. C'est un bouquin, donc il l'a écrit lui en tant que patron à destination des patrons. Parce qu'il avait du mal à concevoir que les patrons ne s'intéressent pas au lean. Et là, il y a des phrases qui sont un peu chocs dans son bouquin, dont une à l'adresse des patrons. Si vous ne vous occupez pas de vos collaborateurs ou si vous ne les aidez pas à réussir, vous ne servez à rien. Donc voilà. Ouais, j'adore. C'est exactement ça, quoi. Super. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Est-ce que tu veux faire un peu de pub sur quel est le site quel est le lien de ton blog, quel est le nom de ton cabinet, comment on peut t'aider à communiquer sur ce que tu fais pour que les gens puissent te retrouver? J'ai pas de cabinet parce que je suis salarié d'ADO. J'ai un blog qui s'appelle Lean Agilité, mais sans l'accent sur le dernier e.com. Où j'y parle de Lean, mais aussi de neurosciences, et toujours avec un lien vers le Lean. Puis voilà. Puis il y a mon compte LinkedIn qu'on pourra peut-être mettre en commentaire. Ouais, avec plaisir. Et que si les gens ont envie, ils peuvent me contacter avec grand plaisir. Super. Ben, écoute, merci beaucoup pour ton intervention, pour notre échange qui était très riche et qui valide beaucoup de choses pour nous, hein, de manière, je pense, assez méta et même macro. C'était super intéressant, et aussi merci beaucoup pour toutes les recommandations pour les livres que nous on mettra avec la publication de cet épisode. Ouais, je vous enverrai un mail avec les références, comme ça. Super. Vous aurez tout ce qu'il faut. Parfait. Et merci à vous deux pour cette invitation et votre confiance, et au plaisir. Merci Jean-Philippe. À bientôt tout le monde. Merci. À au revoir. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.